Donc, on a 45 personnes avec nous ce matin. Donc, bienvenue à ce Facebook en direct. C'est notre événement mensuel pour vous parler de sujets qui intéressent les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif et leurs proches. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important avant l'été, donc les voyages et les troubles neurocognitifs. Et pour vous donner des conseils à ce sujet, je suis avec Nicole, qui est proche aidante et qui voyage avec son mari. Donc, bonjour Nicole. Bonjour. Et aussi Christelle Cornelis, qui est coordonnatrice clinique et formatrice à la Société Alzheimer Laurentide. Bonjour Bonjour. Christelle. Et donc, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions sur le sujet du jour par écrit en commentaire. Et ça nous fera vraiment plaisir d'y répondre. Donc, n'hésitez pas tout le long de la conférence ce matin à poser vos questions. Pour commencer, bonjour Nicole, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur vous? Ah, ben, on adore voyager, c'était notre but. On est rendu maintenant à Saint-Jovite depuis 4 ans, qu'on adore. C'est vraiment un beau terrain de jeu. Fait que, ben, c'est ça, je suis avec mon conjoint depuis 49 ans. La maladie s'est déclarée depuis, je dirais, 5 ans, un petit peu plus. Il fait des plateaux, ça descend, plateaux, ça descend. On a voulu continuer à voyager, fait qu'on a eu pas mal d'expérience. Et vous voyagez déjà beaucoup avant et vous continuez maintenant, Ouais, hein. disons qu'on a pas mal voyagé le monde. Et une des raisons pourquoi on avait vendu la maison, c'est pour voyager, parce qu'on ne voulait plus de problème de tout ça. La maladie est arrivée. On a voulu continuer à voyager quand même. Mais je veux dire, là, la maladie avance, là. Fait que, on voyage encore. Ben. Ah, Moins, fantastique. moins dans le monde, là. Plus Mexique, Ah, Québec. Mexique et Québec, c'est ça. C'est les voyages que vous faites depuis que votre mari a été diagnostiqué. Donc, vous avez un peu adapté les destinations. Ben, à cause des petites aventures. D'accord. C'est quoi vos astuces justement pour bien préparer les voyages? Ben, disons que suite à l'exercice de l'année passée, quand tu prépares ton voyage, maintenant tu prends l'avion, assure-toi de ne pas traîner ta valise, la mettre dans la soute. Aussi t'arranger pour avoir tes billets ensemble. Tu sais, fait que ça, c'est un gros. Où est-ce que c'est qui est toujours avec toi? Parce qu'on a déjà vécu ce que c'est qu'on n'était pas ensemble, on traînait nos valises. Fait que le moins de stress possible. Aussi, essayer de te rendre à l'aéroport pour ne pas vivre le stress déjà de l'attente. Parce qu'on a déjà pris l'autobus, mettons Montréal, puis mettons loué une hôtel, puis là, il y avait pas voyons, d'ascenseur. Fait que monter trois comment on appelle ça, là? Monter en tout cas avec tes valises, là, trois étages, c'est comme, oh my gosh, ça se peut pas, là, tu sais. Fait que prendre l'autobus, te rendre. Fait que l'histoire qu'on est jeune et qu'on est capable, là, avec la maladie, ça s'applique pas tellement, là. Fait que faut que tu t'en ailles un petit peu plus dans le luxe puis monter ton budget. Donc ça, ce serait votre premier conseil. Et donc, qu'est-ce que vous avez changé dans votre façon de voyager pour vous adapter, donc peut-être aux besoins qui changent de votre mari et à ses capacités qui changent? Ben là, comme je dis, avant, on voyageait léger, on voyage encore léger, mais c'est que tu peux plus te fier sur lui, mettons, même pour tenir les billets. Tu sais, fait qu'il faut vraiment là, que tu sois reposé, que tu te libères, que ça soit vraiment focus. On a déjà manqué un avion, tu sais, on l'a comme vécu. Puis quand on voulait visiter le Québec, on a amené nos vélos électriques, le kit. Mais là, je me rends compte que là, si on veut faire un voyage comme ça, c'est mieux un voyage organisé ou avec des gens. Parce que la responsabilité est énorme. Tu as déjà les vélos, tu as déjà où tu vas loger, le véhicule. Si jamais tu arrives un pépin, ça fait un petit peu trop à gérer. Fait qu'en gang, ça se fait, à moins d'aller dans un endroit que tu connais. Fait qu'aller dans le connu. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez rencontré des défis particuliers? Est-ce que vous avez des anecdotes sur des défis que vous avez rencontrés? Ben, il panique. Quand il t'arrive un pépin, la personne panique. Fait que ça te fait paniquer, puis ça fait boule de gomme, admettons, là. Fait que ça, je te dis, là, vraiment, pas nécessairement. Tu vas encore découvrir, puis tout le kit, mais en mettre plus sur ton bord.
Tu sais, quand on avait manqué l'avion, là, aïe, aïe. Là, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on couche? Où est-ce qu'on va? Quand est-ce qu'on prend l'avion? Puis, pouf, on était heureux de rencontrer des Mexicains. On ne parlait pas espagnol, là. On les a suivis. Fait qu'on a pu booker qu'eux autres un autre avion, puis le kit. Fait que... Mais tu sais, c'est des choses que, là, à cette heure, il y a plus de voyage avec avion, puis tout. Là, c'est plus, je m'en vais là, je prends l'autobus ou le taxi, puis je sais où est-ce que je m'en vais, la distance, puis partir d'où tu habites déjà. J'ai déjà vu, mettons, louer une affaire comme au Québec en revenant du tour qu'on avait fait du Saguenay, juste coucher un soir. Puis là, ben, mon pauvre Jean vivait à la toilette, mais la toilette était un petit peu plus loin. Mais moi, je suis pas avec lui, là. Je suis en train de jaser avec les gens. Ben là, il était dans le garde-robe, tu sais. Tu sais, on ne pense pas à ça, hein. Mais pour eux autres, c'est paniquant, la toilette. Aussitôt que tu changes dans leur milieu, c'est paniquant pour eux autres. Nous, on ne pense pas à ça. C'est tellement facile. On le voit. Où est la toilette? Tu sais, elle n'est pas là, elle est là. Mais lui, il ne la voit pas. Fait que c'est toutes des affaires comme ça. Fait qu'il faut penser pour eux autres. Ce qui est une habitude difficile à prendre pour moi. Effectivement. Et aussi, est-ce que vous n'hésitez pas à demander de l'aide comme à l'aéroport ou dans les hôtels? Est-ce que vous prévenez le personnel? Non, Non. non, parce que, ben, disons qu'on s'en va ce qu'on s'en va, puis la plupart du temps, on prend des Airbnb. Fait que je C'est qu'il y a m'arrange beaucoup avec. d'aide. Bon, Puis Régent n'est pas, il est pas d'accord à ce que je le dise. ah, Fait que j'ai ce problème. bon. Et qu'est-ce que vous diriez aux gens qui hésitent à voyager en raison soit de leur diagnostic ou du diagnostic de leurs proches? Mais je pense que ça dépend où est-ce que c'est qu'il y en est avec la maladie. Tu sais, si, vu qu'à un moment donné, il s'était poussé, là, il ne se pousse plus, là, il est moins indépendant qu'il était, fait qu'il est toujours dans mes baskets. Fait que je sais qu'il n'est pas loin. Fait que s'il est encore comme ça, ben, je pense que tu peux encore voyager. Tu sais, ça dépend où est-ce que tu en es avec la maladie. Mais il faut toujours faire attention. Comme quand tu prends un autobus, s'assurer qu'il est juste en arrière de toi ou quelque chose, là, parce qu'il part avec l'autobus, puis moi, je ne peux pas embarquer, on a des problèmes, là. Ou le contraire. Merci. On a déjà des commentaires et des questions. Il y a Lise Fortin qui nous dit qu'il faut toujours surveiller l'autre de peur de le perdre et que c'est difficile. Et elle se demande, pendant que vous allez aux toilettes, comment vous faites pour qu'ils vous attendent. Ben, quand on va changer des aéroports, là, à un moment donné, ici au Québec, je l'avais perdu. Puis, ben, il a appris sa leçon. Fait que là, quand je dis, tu m'attends ici, il m'attend là. Fait que nous autres, on l'a vécu par expérience. Il a eu assez peur qu'il ne le fait plus. C'est peut-être pas la façon d'apprendre, mais c'était notre façon à nous autres. Ah. Et il y a Ginette qui nous demande aussi, est-ce que vous informez les autres compagnons de voyage de la maladie avant de partir quand vous voyagez comme dans un voyage organisé? Non, Non. non, parce que lui n'est pas prêt à le dire. Ah oui, c'est ça. Lui est pas prêt à le dire. Donc, merci beaucoup, Nicole. Je verrai si j'ai d'autres questions pour vous par la suite. On va continuer avec Christelle. Est-ce que tu pourrais compléter un peu quelles précautions on peut prendre pour préparer un voyage avec une personne qui vit avec un trouble neurocognitif? Mais je dirais qu'avant tout, ça nécessite de la réflexion, de la planification. Il faut Ouais. vraiment planifier à l'avance. C'est sûr que voyager avec une personne qui a des troubles neurocognitifs est plus facile au premier stade de la maladie. Les stades plus avancés, ça pourrait, si on n'est pas planifié, ça pourrait devenir une expérience assez traumatisante parce que la personne pourrait devenir désorientée, agitée, confuse. Euh, mais c'est quand même encore possible de voyager, mais comme je l'ai dit, avec une planification minutieuse. Euh, il faut évaluer chaque situation différemment et il faut qu'on s'adapte à ce qui s'en vient. Euh, Moi, le truc que je dirais, c'est que si on prévoit un voyage à long terme, peut-être d'essayer un petit voyage plus court de quelques jours avant pour voir
à bien définir le besoin aussi, puis de prévoir si jamais il y a un petit souci, ce qu'on ne souhaite pas, mais s'il y a un petit souci, au moins qu'on se dise, ah ben, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai pour notre futur voyage au Mexique, on va penser par exemple, prendre une liste de médicaments avec ou prendre une assurance. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'aurais tendance à dire d'en parler suivant l'état d'avancée de la maladie du proche, c'est d'en parler, de consulter avec le médecin pour voir quelles sont les activités qui seraient préconisées, ce qu'il y a des mesures particulières à prendre. On pourrait aussi prendre des objets importants qui permettent de rassurer la personne si jamais elle est stressée parce qu'on sait qu'on va la désorienter en changeant, en faisant un voyage. Donc, ça peut être une couverture préférée, des photos, un livre familier. S'assurer d'avoir un plan d'urgence. Quand on est dans la planification, on s'assure d'avoir un plan d'urgence parce que s'il arrive à quoi, qu'on puisse écourter les vacances le plus rapidement possible et que ça soit le moins pénible. J'en discutais d'ailleurs avec Nicole juste avant, quand on se parlait, on peut aussi envisager de voyager avec un enfant, un compagnon, une tierce personne pour que les responsabilités soient partagées aussi, puis que ça puisse être rassurant pour la personne. Euh, Là, vous parliez, Lorraine, vous demandiez à Nicole si elle informait c'est la compagnie ou les personnes avec qui elle voyageait. Moi, c'est quelque chose que je préconise toujours, mais il y a la manière de le faire. Donc, je sais que dans les sociétés, on a toujours les fameuses petites cartes qui disent «Je voyage avec une personne qui a des troubles neurocognitifs. Merci d'être patient». Donc, on pourrait, si on sait que la personne avec troubles neurocognitifs n'est pas à l'aise qu'on donne son diagnostic, on pourrait quand même le glisser aux personnes avec qui on voyage euh, parce que ça permet aussi que le regard des gens change, mais c'est dans le sens qu'ils soient plus prévenants. On a des compagnies aériennes aussi qui offrent des services pour les personnes avec troubles neurocognitifs, donc c'est bon de peut-être les aviser pour évaluer les besoins euh, qu'on aurait pour le voyage. Merci. On a donc une question du public. Il y a Marielle qui demande, j'aimerais savoir la même chose, les astuces pour une personne qui serait en début de maladie et qui voudrait voyager seule. Est-ce que c'est possible? Et est-ce qu'il y a des petits trucs qui pourraient l'aider? Oui, c'est possible. Je dirais de bien préparer le voyage avec elle, de l'impliquer et de s'assurer d'avoir un filet de sécurité. Donc, de voir, il y a des compagnies aériennes, ça paraît peut-être enfantin, mais il y a des compagnies aériennes aussi qui permettent de prendre en charge la personne. À la base, oui, c'est fait pour les enfants, mais il y a de plus en plus de programmes, j'en parlerai tantôt probablement, mais il y a de plus en plus de programmes comme le programme Tournesol euh, qui a où on met une petite épinglette, puis chaque aéroport, dont l'aéroport de Montréal, il y en a partout dans le monde, mais qui permettent d'aider au niveau de la facilitation pour les personnes qui voyagent. Euh, donc oui, il y a des petites choses qui peuvent être faites en filet de sécurité. Merci. Justement, donc tu parlais des compagnies aériennes. Donc, comment est-ce que les personnes peuvent en parler aux compagnies aériennes, à l'hôtel? Et est-ce qu'il y a des ressources pour donc les hôtels, les compagnies, les agences de voyage qui, elles, veulent s'informer sur ces problématiques qui sont rencontrées par les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif et leurs proches pendant le voyage? Ben, comme je disais, il y a le programme Tournesol que je viens de parler. J'ai fait une petite recherche, puis il y a un organisme à but non lucratif qui s'appelle le Kéroul, qui est fait par la division Tourisme accessible du Grand Montréal, qui est une agence de voyage spécialisée en tourisme adapté. Donc, il parle de capacité physique restreinte, il parle de capacité cognitive restreinte aussi. Donc, eux sont habitués, puis ils ont une liste, une base de données. Dans le fond, ils appellent ça le Québec pour tous aussi. Une base de données où on peut voyager au Québec. Donc, il y a à peu près, je pense, 1500 à 1700
entreprises touristiques qui sont certifiées accessibles pour les personnes qui ont des incapacités. Puis le programme Tournesol, comme j'ai dit, ben, c'est ça dans plusieurs aéroports. Je pense qu'un des premiers, ça a été Vancouver. Et j'ai vu un article récemment que ça a été adopté à l'aéroport à Youl, donc à l'aéroport de Montréal. Puis on peut, dans le fond, aller informer l'agence, l'équipe de bord des besoins des personnes parce que c'est important. On pourrait avoir, dans le fond, une place après embarquement. On pourrait avoir une place proche des toilettes. Ça permet aussi de parler des besoins que la personne a avec le personnel. Donc, c'est sûr, c'est toujours une question de formation là, au niveau du personnel. Mais en général, de ce que j'ai entendu, le programme Tournesol est quand même un programme qui marche assez bien mondialement. Merci. Une autre question, c'est comment bien impliquer la personne qui vit avec le trouble neurocognitif dans le projet de voyage? Par exemple, on a un commentaire qui nous demande si il faut s'assurer que son conjoint a encore envie de voyager, qu'il ne le fait pas juste pour nous, par exemple, ou ce genre de choses. Ben, dans le fond, effectivement, un bon commentaire parce que des fois, on est tellement habitué, on a toujours voyagé, qu'on est tellement habitué, puis on a tendance des fois à le faire un peu pour nous, puis d'oublier la personne qui a des troubles neurocognitifs. Mais on se le cachera pas, des fois, c'est plus possible de voyager, puis c'est un deuil pour le proche aidant. Mais oui, d'impliquer la personne. Donc, c'est sûr que des fois, je dirais de faire attention parce que ça peut créer du stress aussi. Mais mettons de lui montrer des photos de voyage, d'aller dans des endroits plus connus plutôt que de faire un nouveau voyage. On dirait, ah, je partirais en Indonésie, par exemple, ou des choses un peu plus exotiques, mais de voyager encore au Québec, par exemple, ou à des endroits plus proches peut-être, ou s'il y a un problème qu'on ne soit pas à 6 heures de vol, mais mettons à 2 heures de la maison. Donc, de toujours de s'assurer effectivement de voyager plus proche et de voir l'intérêt de la personne, là. Puis, si on décide de voyager aussi, de faire des activités, mais de permettre à la personne de se reposer et d'éviter ce qu'on appelle la surstimulation, parce que c'est sûr que ça va être excessivement fatigant pour la personne et peut-être de baisser ses attentes aussi, je dirais, parce que c'est sûr que ce ne sera pas le même voyage que vous faisiez avant la maladie. C'est encore possible de faire un beau voyage, mais de s'adapter à la personne, de s'adapter à la réalité. Et Nicole, justement, est-ce que vous discutez du voyage avant avec votre conjoint? Ben, tu vois, c'est lui, comme cette année, exemple, il voulait qu'on fasse la Côte-Nord, puis on amène nos vélos électriques, puis je ne me vois pas le faire. C'est trop pas pour moi. Fait que la déception, c'est plus vis-à-vis de lui, ça se fera pas. T'sais, il est encore dans, il veut le faire, mais je pense qu'il ne voit pas que c'est trop me demander. En tout cas, pour moi, là. J'ose pas le dire. Il se disait, ben non, Régent, trop de troubles, trop ci, trop ci, trop ça. Mais si j'aurais peut-être un autre couple pour le faire, là, ça me tenterait. Parce que moi, je serais plus rassurée. Parce qu'assumer le rôle de toute l'affaire, c'est trop. Mais ça, justement, c'est important aussi de s'écouter, soit en tant que proche aidant, je suppose, Christelle. Oui, 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 de s'écouter aussi parce que le proche aidant, comme on parlait encore avec Nicole, ben, vous en mettez beaucoup sur les épaules. Puis voyager avec une personne avec des troubles neurocognitifs, c'est sûr que c'est pas de tout repos, puis ça demande beaucoup de planification, puis de responsabilité. C'est pour ça que voyager avec une tierce personne, c'est toujours, ou un voyage organisé aussi. Ça Oui, c'est ce qu'on a fait. peut être aidant. On a plusieurs personnes qui nous parlent aussi de comme GPS ou AirTag ou ce genre Mhm. de choses. Est-ce que c'est conseillé avec comme le consentement de la personne atteinte, bien sûr? Moi, je dirais que oui. Surtout, si la personne se perd, au moins, on a les fameux AirTags d'Apple aussi. Il y a toute une panoplie de choses, mais effectivement, d'utiliser un système de GPS, montre, collier, puce, si la personne s'égare, parce que même si on va mettons qu'on va au Mexique, là, puis qu'on est dans un resort, c'est grand, là, puis des fois, comme disait Nicole, ben, je pense qu'elle a eu une expérience avec son conjoint qui s'est perdu, là.
Mais des fois, une fraction de seconde, puis la personne n'est plus dans notre champ de vision, ben, d'avoir le AirTag, ça peut nous permet aussi ou le GPS, ça nous permet de retracer la personne plus facilement là. Parce que les repères sont plus les mêmes pour la personne, vu qu'on est dans un endroit extérieur. Et aussi, quels seraient les conseils pour les personnes qui vont recevoir en visite cet été un proche qui vit avec un trouble neurocognitif? Donc, je vous pose la question à toutes les deux. Peut-être que Nicole, vous avez aussi des conseils pour quand vous allez visiter la famille. Est-ce que vous avez des discussions avec eux? Euh, la famille le sait qu'il souffre de ça, donc je suis à l'aise. Puis lui aussi. Fait que la famille est rapprochée, mais ce qu'il veut pas, c'est que les voisins ou le monde alentour le sache, tu sais. Fait que ça, pas de problème. Moi, je dirais si on rend visite à la famille, de les prévenir à l'avance des situations possibles qui pourraient survenir et d'être précis avec eux de comment ils pourraient être utiles. Parce que c'est sûr qu'ils sont peut-être pas habitués à voir la personne avec trouble neurocognitif chez eux, mais donc de leur mentionner comment ils pourraient être utiles euh, pour, pour, euh, pour aider le proche aidant habituel. Mais ça, c'est encore, comme on dit, quand on va vers la visite, on ne va pas coucher. Fait que ça élimine ça. Fait que c'est une visite Mhm. d'après-midi, tu sais. Si ça aurait été une visite couchée, ben ça, c'est autre chose, là. Oui. Aussi, on a Lise Fortin qui nous donne une autre astuce. Tu pourras nous dire ce que tu en penses, Christelle. Donc, elle, en public, son truc, c'est d'habiller son conjoint avec des couleurs voyantes. Donc, pour pas le manquer. Donc, manteau rouge, casquette rouge pour le voir de loin. Bonne idée. Ouais. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions. Donc, pour résumer, vous diriez, donc c'est vraiment simplifier les choses Ouais. Et planifier. et Ouais. planifier. Mhm. Aller dans des endroits connus ou avec des personnes pour t'aider. Alors, je vois qu'on n'a plus d'autres questions. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, Christelle ou Nicole. Ben, moi, je Donc, dirais, pas s'empêcher de voyager, c'est plaisant. Ouais. c'est ça. Puis de s'écouter aussi. Oui. Donc, c'est ça. Vraiment, n'hésitez pas à continuer à voyager après le diagnostic, puisque la vie continue. Hmm. Puis, mais écoutez-vous en tant que proche aidant, puis écoutez aussi votre proche qui est avec la maladie. Donc, c'est ça le mot de la fin. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Merci énormément à toutes les deux. On a eu plus de 60 personnes avec nous tout le long. Donc, merci à tous aussi de nous avoir écoutés. Et on se retrouvera fin août pour un prochain Facebook en direct. Donc, je vous souhaite à tous un très bel été. Au revoir. Merci, toi aussi. Bye bye.